Et ah, petit souci de caméra. Bon, hop, pareil, on revient. Et bonsoir à tous. Et bienvenue encore une fois pour cette petite vidéo sur l'intelligence émotionnelle. Je suis Morgan Germakoliou et je vous présente, on va faire un petit tour de l'intelligence émotionnelle. Donc, je passe un petit peu les détails. Si vous avez vu les vidéos précédentes, eh bien, peut-être que vous me connaissez déjà. Anciennement ingénieur qualité statistique et depuis 2019 tourné vers l'intelligence émotionnelle, l'analyse comportementale et la détection du mensonge. Parce que effectivement, quand on parle d'intelligence émotionnelle, on peut parler de body language. Alors, comme à mon accoutumée, petite introduction pour remettre un peu les bases et notamment toujours au travers d'un petit texte de mise en situation. Marine vient de se disputer avec sa sœur et elle est en colère. Il doit alors gérer cette émotion et faire preuve d'intelligence émotionnelle. Mais la première question est qu'est-ce qu'une émotion? Et la deuxième question est en fin de compte qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle? Alors, pour répondre à la première question, je me base sur une définition qui a été donnée dans Emotion Revealed, paru en 2003 de Paul Ekman. Donc, Paul Ekman, je vous en parlerai un petit peu après. Je change mes introductions et juste après, je vais vous parler un peu plus de Paul Ekman. Donc, qui explique qu'une émotion est un processus automatique. Donc, ça, c'est très important. Un processus automatique, c'est votre rythme cardiaque, c'est un processus automatique. Donc, un processus automatique, c'est quelque chose qui est opaque à la conscience. C'est-à-dire que une émotion, elle survient sans votre consentement, en quelque sorte. Euh, Elle est là et un petit peu comme votre rythme cardiaque, vous pouvez pas vous dire par la pensée, allez, rythme cardiaque accélère ou ralentit. Comme vous pouvez très difficilement vous dire, allez, sois heureuse, pleure, sois en colère tout de suite. Voilà, c'est très compliqué. Par contre, par des mécanismes, on peut, alors pour le rythme cardiaque, on peut courir, taper un sprint, là on va accélérer le rythme cardiaque. On peut utiliser des techniques respiratoires pour calmer le rythme cardiaque. Eh ben, c'est un petit peu la même chose pour une émotion. On va pouvoir jouer sur des stimulus sur voilà, de la visualisation, de la pensée positive en quelque sorte pour un petit peu ajuster l'émotion qui en découle. Donc c'est un processus automatique, donc c'est très important, influencé par notre évolution et passé personnel, par notre évolution. Là, j'ai pour habitude de citer David Matsumoto, qui sur son site internet et parle d'un blog où il explique que si on en est là aujourd'hui, c'est un peu grâce à notre boîte à outils que sont les émotions. Imaginez l'homme de Cro-Magnon à l'époque ne pas avoir d'émotions, ne pas avoir peur devant un tigre à dents de sabre, ne pas être dégoûté d'une viande en putréfaction, euh, de, je sais pas, de ne pas être en colère face à un ennemi, se défendre, ou tout simplement ne pas être en joie pour l'aspect, on va dire, un peu plus social et communautaire. Il serait resté seul dans son coin et aurait eu plus de difficultés à survivre. Donc toute cette évolution-là nous a permis aujourd'hui d'être en vie en quelque sorte. Sauf qu'effectivement aujourd'hui, euh, alors je dis toujours que c'est pas cette boîte à outils qui n'est plus adaptée, c'est le monde qui nous entoure qui n'est plus adapté en quelque sorte à cette boîte à outils. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on rentre dans ben, voilà des burn-out, des émotions qui surviennent, on a peur de parler en public. Euh, des choses qui sont assez simples, alors que la peur, à la base, c'était pour nous éviter de mourir, en quelque sorte. Donc aujourd'hui, en fait, le monde qui nous entoure, notre éducation, notre passé personnel, euh, a un gros impact sur comment aujourd'hui nous allons euh, gérer, alors gérer, on va dire de manière active nos émotions ou voire subir nos émotions, en quelque sorte. Vous êtes, par exemple, vous êtes allé à l'école et vous êtes passé souvent au tableau, bah, peut-être qu'aujourd'hui, en étant adulte, ben, votre cerveau, il a ancré toutes ces péripéties et du coup, bah, quand on vous dit à l'âge adulte d'aller au tableau, eh ben, tout bonnement, votre cerveau va redéployer ses mécanismes de défense
et va peut-être vous faire revivre que d'aller au tableau à une soirée, et ben va vous faire revivre la fois où vous étiez à l'école et, et à l'époque c'était voilà devant des professeurs une leçon que vous ne maîtrisiez pas et du coup bah, votre cœur va possiblement s'accélérer, vous allez transpirer etc. Alors que on n'est pas dans le même schéma, dans le même contexte. Donc ça se produit pour notre bien-être, parce que bien oui, les émotions sont là, tels des messagers. euh, on entend souvent parler de bonnes émotions et de mauvaises émotions. Moi, je n'aime pas ce terme de mauvaises émotions. Toutes les émotions sont bonnes parce qu'elles sont là pour notre bien-être. C'est-à-dire que quand vous passiez au tableau et que c'était à vos 30 ans pour une soirée, mais que votre corps était tout transpirant et votre cœur avait battait la chamade, eh ben, c'est parce qu'il est là pour vous protéger en vous rappelant que cette expérience de passer au tableau, elle a été mauvaise. Votre corps a tout simplement, comme un programme, fait des mises à jour. Et, euh, et c'est un peu après à vous, à votre conscient, de lui dire de se calmer et que c'est pas, on n'est pas dans le même contexte. Mais c'est pour ça que l'éducation est très importante. Euh, tout l'apprentissage avec auprès des enfants, parce que vous apprenez tous ces mécanismes qui vont venir s'intégrer notamment dans votre amygdale, qui plus tard, en cas de stress, votre amygdale prend le dessus et tout ce qui va avec. Donc voilà. Donc ce sont des messagers, toutes les émotions sont bonnes. Après, on ira plus employer les termes comme agréable ou désagréable. Effectivement, être triste n'est pas agréable. Par contre, être triste, c'est bourré d'effets positifs. Et pleurer fait énormément du bien, du soulagement. Moi, j'ai coutume de dire qu'aujourd'hui, on ne pleure pas assez. Voilà, on fait un peu trop peut-être les grands bonhommes, les grands garçons. Et pleurer fait du bien et soulage. Donc, faut surtout pas se priver de pleurer. Et bien évidemment, une émotion, ce sont tout un processus psychophysiologique, donc ça déclenche des changements physiologiques, rythme cardiaque, transpiration, les artères qui gonflent, les mains qui suent, les yeux qui s'écarquillent. Voilà, il y a beaucoup d'aspects physiologiques et psychologiques. Effectivement, les pensées sont plus les mêmes. On va mettre des œillères, on va rentrer dans des périodes réfractaires où voilà, on est en colère, on va filtrer l'information pour ne récupérer que ce qui valide notre émotion. Donc voilà, il y a tous ces changements comportementaux pour gérer la situation. Donc c'est une définition que j'aime et en fin de compte, en quatre lignes, on peut dire énormément de choses, énormément de choses. Là, je vous fais vraiment un résumé très très court, c'est le sommet de l'iceberg. Et l'intelligence émotionnelle, j'ai pris la réponse chez Cliff Lansley, qui est un petit peu un descendant spirituel de Paul Ekman, si je puis dire. Que Paul Ekman, voilà, voilà, a travaillé toute sa vie sur les émotions et a transmis son savoir à l'école de Cliff Lansley. Cliff Lansley lui dit que en fait, l'intelligence émotionnelle, c'est une capacité. Ce qui est intéressant, c'est qu'une capacité, ça s'apprend, de percevoir, de comprendre et d'influencer nos propres émotions et celles des autres dans divers contextes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, enfin, je vais vous montrer l'image qui est dessous. Ça veut dire que vous avez un contexte, un macro-contexte. Vous allez à un entretien d'embauche. Vous avez un contexte. Du coup, vous allez être submergé probablement d'émotions et ces émotions elles sont là pour guider vos pensées et vos actions. Voilà. Si par exemple, je ne sais pas, vous arrivez à l'entretien et la personne en face euh, des ressources humaines ne vous accueille pas de manière agréable, de manière vous vous sentez offensé, vous allez peut-être vous sentir en colère. À ce moment-là, vous allez tout simplement vous dire qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue cet entretien parce que la RH n'est qu'une porte d'entrée à un poste qui me plaît ou j'étais déjà pas très emballé par le poste, j'étais pas très emballé par l'entreprise. C'est un petit peu la goutte d'eau en fin de compte. euh, Mettons un terme à cet entretien et voilà, et que personne ne perde son temps. Donc il y a cette notion de l'objectif et l'émotion, elle est là pour vous donner en fait une sorte de direction. Et c'est là où voilà, il n'y a pas de bonne ou mauvaise émotion. On peut être en colère au travail, à ce moment-là, vous dire bah, non, ça faut pas que je l'exprime au travail. Ça voilà, le déclencheur est personnel. J'ai reçu un message qui ne me fait pas plaisir, mais là je suis dans le travail. Dans cette colère, je vais la réprimer, la mettre sous le tapis et j'en parlerai sûrement en rentrant avec mon conjoint ou ma conjointe parce que ça nous concerne. Mais comme aussi bien, voilà, on vous vole votre sac, là vous vous mettez en colère et vous courez après votre assaillant, bah là, il y a tout intérêt à déployer cette colère.
il y a les émotions, c'est en fin de compte très complexe parce que votre corps vous parle et vous êtes un petit peu au milieu, vous êtes un petit peu entre votre émotion et votre objectif et vous dire, voilà, mon corps me dit ça, qu'est-ce que j'en fais? Voilà, donc c'est très important. Donc, qu'est-ce qui est important en fin de compte? Ben, la première chose, c'est, comme je vous ai dit, votre émotion arrive. Il faut la conscientiser. Conscience de soi, première étape. Conscience de soi. Qu'est-ce que je ressens? Et cet aspect psychophysiologique, qu'est-ce qu'elle signifie? J'ai un cœur qui bat, j'ai une chaleur qui monte dans la tête, dans les bras, j'ai la mâchoire qui se crispe, voilà, comme ça, j'ai les dents, je pince les dents. Ça, c'est de la colère. Ah, écoute, là, je vois que je suis en train de discuter avec une personne qui n'a pas le même point de vue que moi. Je sens la colère. Écoute, tu n'as pas besoin de rentrer en colère. Calme-toi. Ce n'est pas nécessaire de rentrer en colère pour ce genre de discours. Voilà, parce que ça arrive où vous discutez avec votre grand-mère qui a un point de vue qui diverge et vous sentez de la colère alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Ça peut arriver. Ou au contraire, vous avez une sensation de joie immense qui arrive parce que vous avez eu le poste que vous souhaitez, sauf que bah, à côté, vous, il y a votre meilleur ami, votre collègue et votre meilleur ami, peut-être un membre de votre famille qui était sur le même poste et vous vous êtes promis de vous soutenir. Et ben, vous allez peut-être pas exploser de joie devant elle en disant, ah, bah voilà, c'est moi qui ai poste et pas toi. Voilà, parce que vous êtes bah, sous l'émotion et vous en avez perdu la raison, aussi bien sous la colère que sous la joie dans les deux sens. Donc, c'est pour ça que derrière, il faut une maîtrise de soi. Donc, il faut être conscient que là, je suis en colère, je suis triste, ou je suis en joie, ou peu importe. Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'en fais? Et là, il y a d'innombrables techniques, surtout qu'aujourd'hui, il y a l'ère de l'intelligence artificielle. Il suffit de taper maîtrise de soi, intelligence émotionnelle, et là, vous avez une, euh, une flopée d'outils et de techniques qui existent, mais surtout le plus important, et moi, c'est ce que je me rends compte dans mon quotidien auprès de ceux que j'accompagne, c'est la discipline. Très compliqué. C'est-à-dire que j'ai beau à dire aux gens, bah, faites des techniques respiratoires, de la méditation, remplir des questionnaires ou quoi que ce soit, très difficile pour les personnes, c'est oui, 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 oui. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, on est rentré dans un monde de la connaissance et qu'on s'éloigne très clairement du monde de l'application. C'est-à-dire qu'il faudrait peut-être avoir un outil de gestion émotionnelle, un outil de gestion des pensées et les appliquer de manière quotidienne. Ce serait beaucoup plus efficace. Et en fin de compte, aujourd'hui, on est un peu tout le temps en train de scroller sur Instagram, etc. Et on a soif de connaissances, mais la difficulté est surtout de l'appliquer. Très important, la maîtrise de soi. Et ensuite, ce que les gens parfois ignorent, c'est ça concerne aussi les autres. La conscience des autres, c'est aller voir chez l'autre l'émotion. C'est-à-dire que vous discutez avec un proche et ce proche, là, vous voyez de la colère, là, vous voyez de la tristesse, du mépris, du dégoût, de la surprise, de la joie ou peu importe. Et vous êtes en mesure de rebondir. Alors ça peut être très intéressant si vous êtes un commercial et que vous discutez avec un client, vous lui dites un prix, vous allez tout de suite voir si la personne est surprise, choquée, en colère, plutôt une peur. Voilà. Et derrière, vous dire, ah là, je vois que ce prix vous fait peur, je vais peut-être vous expliquer ce prix. Voilà. Donc ça peut être des choses comme ça, où vous êtes thérapeute, coach, et vous discutez avec votre, votre client qui vous raconte son histoire, et vous allez peut-être cibler qu'à des moments, il y a des choses qui vont l'impacter beaucoup plus, parce que vous êtes à mesure de lire l'émotion qui s'exprime. Et ça va même à être en mesure de lire l'émotion chez l'autre, qui pour le coup n'a pas une bonne conscience de soi et ne sait pas qu'il est en colère. Mais vous, vous avez vu et entendu cette colère. Donc ça, c'est assez incroyable. Il faut développer la conscience des autres. C'est très important et ça se fait notamment par la lecture des expressions du visage, des micro-expressions. Et ensuite, on arrive à la gestion des relations. Là, c'est un petit peu, bah voilà, vous êtes conscient de vous-même, vous savez vous maîtriser, vous voyez chez l'autre, vous êtes le phare au milieu de la tempête et vous êtes en mesure de lire tout ce qui se passe et donc vous êtes en mesure de vous adapter à la situation. Voilà, gestion des relations, je vous disais, vous êtes un commercial, vous vous annoncez un prix, vous voyez la peur chez l'autre, eh ben, gestion des relations, vous voyez de la peur, vous savez qu'il faut rassurer la personne, eh ben voilà, vous allez rassurer la personne. Et là-dessus, ben, vous améliorez grandement votre communication. Ça passe par
des techniques d'influence, la gestion des conflits, le travail d'équipe, euh, du coaching, etc., etc. Donc là aussi, beaucoup de pratique, de la pratique, principalement de la pratique. Donc, qu'est-ce qui change dans cette petite vidéo? C'est, j'aime bien changer un petit peu de temps en temps les introductions pour que vous n'ayez pas à chaque fois le même modèle. Donc là, je vais vous parler un petit peu un peu d'histoire et je vais le faire au travers donc de Paul Ekman parce que moi, je suis issu de l'école Paul Ekman. Voilà, je me suis formé auprès de Paul Ekman Group pour avoir été Paul Ekman associé et, euh, et donc voilà, c'est le cœur de l'histoire que je vais vous raconter parle de Paul Ekman. Donc, tout d'abord, je vais vous parler de Charles Darwin. On ne va pas aller très loin, hein. Je veux dire, les émotions, on pourrait remonter aux, aux moines tibétains, au bouddhisme, qui eux étudient les émotions par la contemplation depuis des millénaires. Là, on va plutôt parler de l'aspect scientifique. Et un des plus curieux à avoir à s'être interrogé sur les émotions, c'est Charles Darwin qui a publié un livre donc en 1872 que vous pouvez voir à droite, qui est les expressions des émotions chez les hommes et les animaux. Et vous pouvez voir donc à haut à droite ce bouquin avec un chat qui hérisse les poils. Bah oui, Charles Darwin il s'est dit, bah attends, un chat, quand il est, je sais pas, irrité, quand il a peur ou se sent agressé, il va hérisser les poils. C'est intéressant ça. Un chien, quand il est content, il va remuer la queue. Un cheval, quand il est prêt à mordre, va effectivement rentrer les oreilles ou quand il y a un cheval qui s'agace, va taper du sabot. Donc il voit toutes ces expressions, ces aspects psychophysiologiques chez les animaux en lien justement avec une émotion. Et il s'interroge aussi chez les hommes. Là, vous pouvez voir sur son livre, c'est un patient d'un docteur qui s'appelait Duchesne de Boulogne. Et Duchesne de Boulogne, il a donné son nom au fameux sourire de Duchesne. En fait, c'est comment on distingue un vrai sourire, vraie joie, un vrai sourire. La joie va activer vos zygomatiques. Vous allez sourire, mais est-ce suffisant? Est-ce que si je fais simplement cela, vous allez me voir en joie? Ou alors est-ce qu'il faut peut-être que j'aille faire mes petites pas de doigts au niveau des yeux et peut-être que sans un sourire, mais juste des yeux plissés, voilà, vous allez voir peut-être une joie un peu plus prononcée, un peu plus authentique. Et, euh, et donc, pourquoi ce patient? Parce qu'en fait, ce patient ne ressentait pas la douleur. Et donc, Duchesne de Boulogne, avec des électrodes, venait piquer les muscles qui, du coup, se contractaient. Vous savez, un petit peu comme ces dispositifs qu'on vendait dans les années 2000 où, par les abdos, on mettait des patchs qui envoyaient un petit courant électrique et qui venaient contracter vos abdos. Ben là, c'était un petit peu le même principe. Avec une aiguille, on venait contracter les muscles du visage. Et c'est comme ça que Duchesne de Boulogne a étudié en gros le sourire authentique. Mais pour en revenir à Charles Darwin, donc voilà, il voyait tous ces animaux qui avaient des expressions. Et il y a une petite anecdote que j'aime bien, c'est que Charles Darwin, il est petit, il va au zoo, et il y a un cobra, un serpent derrière une vitre, qui est prêt à attaquer. Et Charles se dit, j'ai la vitre, je suis protégé, tout est fait, tout est là de manière rationnelle pour me mettre en protection. Et Charles, du coup, s'avance de la vitre et le serpent vient, paf, taper la vitre. Et que fait Charles? Eh ben, il recule. Et il se dit, tiens, c'est étrange. J'étais consciemment préparé, même mon corps, à de manière involontaire, euh, reculer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on sait que les émotions, elles vont beaucoup plus vite que les pensées. Une émotion, c'est un P300, c'est 300 millisecondes, c'est une demi-seconde. En une demi-seconde, l'émotion arrive. C'est de l'ordre du réflexe. En une demi-seconde, vous avez l'émotion. La pensée, la conscientisation de l'émotion, c'est de l'ordre de la seconde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'émotion, elle arrive, elle active les muscles, elle prépare le corps, mais c'est seulement une demi-seconde après, au bout d'une seconde, que vous allez vous dire, attends, là, il se passe ça, et il faut pas que ça arrive. Voilà. Il faut cacher cette émotion. Mais l'émotion, elle arrive avant. Et d'ailleurs, une émotion peut clairement vous sauver la vie. Vous pouvez avoir un accident, une voiture qui vous fonce dessus, vous allez avoir peur, vous allez freiner et vous dire, bah, tout, enfin, de manière cohérente, je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Là, vos émotions vous sauvez la vie. Elles vont beaucoup plus vite que,
que votre pensée. D'ailleurs, c'était un scientifique américain dont j'ai perdu le nom, qui a un nom très français. Peut-être ça me reviendra, qui disait, voilà, notre cerveau, il a deux systèmes. Il a un système très rapide par lequel passent les émotions, et un système plus lent, mais plus complexe et plus performant, qui est celui de la pensée. Voilà, les émotions, on va agir de manière plutôt archaïque, alors que par la pensée, un système qui est beaucoup plus lent, mais qui est plutôt, voilà, beaucoup plus réfléchi et plus cohérent. Donc voilà, donc Charles Darwin, il s'est intéressé, voilà, aussi notamment à la fin de son bouquin, ça parle aussi des enfants, il étudie des enfants, comment l'évolution des enfants, les pleurs, les cris, etc. Et ensuite, donc, je vais vous parler de Paul Ekman, qui est né dans les années 1930, d'un père et d'une mère, donc une mère qui avait des soucis psychologiques et son père était médecin. Sa mère s'est suicidée et Paul Ekman, étant jeune, n'a pas compris comment son père, qui était médecin, n'a pas pu la sauver. Parce qu'on était sur le coup pas sur de la médecine, on va dire, traditionnelle. Donc, Paul Ekman s'est promis, en étant adolescent, de grandir et d'aider les gens. Et il décide, même si son père ne souhaitait pas, Paul Ekman décide de faire des études de psychologie. Il devient psychologue clinicien. Et durant son service militaire, il a la chance, en quelque sorte. Euh, il y a un général qui a un budget. Il dit voilà, Paul, j'ai des sous, voilà, parce qu'il y a, je sais plus, un budget qui est tombé à l'eau. Je me retrouve avec de l'argent. Et donc, Paul Ekman est américain. Et, euh, et ce général dit voilà, bah, moi, ma femme, elle est thaïlandaise. On se comprend pas. Culturellement, on se comprend pas. Eh ben, tiens, voilà des sous et bosse, étudie l'aspect culturel des choses. Et à l'époque, Paul Ekman voulait travailler sur toute la gestuelle des mains, ce qu'on appelle aujourd'hui plus communément la synergologie. Et il a un mentor à cette époque qui s'appelle Tompkins qui lui dit, va pas étudier les mains, on n'en a pas tiré grand-chose, va étudier le visage. Étudier le visage. Et donc ce que fait Paul Ekman, c'est qu'il commence à faire le tour du monde. Il va au Japon, il va au Brésil, en Argentine. Et le problème, c'est qu'il se confronte à la technologie de la télé parce que il voit un Japonais qui sourit, qui se met en colère, etc. Il étudie les expressions du visage, mais il se dit, est-ce que, en fin de compte, un Japonais qui sourit, est-ce que c'est pas parce qu'il a vu Clint Eastwood à la télé, il a vu un Américain sourire et du coup a appris à reproduire par mimétisme cette expression. Parce qu'il faut savoir que là, on est dans les années 50, dans les années 50-60. Et la grande question qui se posait à l'époque, c'était est-ce que les émotions sont culturelles ou universelles? Universelles, c'est ce que défendait Paul Ekman, ça veut dire que, en fait, un petit qui arrive sur Terre, il a cette boîte à outils qui est déjà en lui. Ou alors est-ce que c'est culturel, c'est-à-dire qu'on va venir l'apprendre en grandissant, comme on pouvait dire, ben voilà, peut-être que les Japonais ne montrent pas leurs expressions, que les Russes sont très neutres, que les Occidentaux, ils sont, voilà, ils s'esclavent, etc. Donc on se dit, c'est tout un apprentissage, c'est culturel. Et alors, à vrai dire, les deux sont cohérents. Donc voilà, et donc il est confronté à cette problématique, et donc il revient aux États-Unis, et là il a un ami scientifique qui est en Papouasie-Nouvelle-Guinée. C'est la photo que vous voyez, c'est Paul Ekman, qui me semble à une trentaine d'années, 33 ans, 36 ans, et qui est en Papouasie-Nouvelle-Guinée, on est dans les années 70, 60-70, et il part là-bas, donc ce collègue scientifique est là-bas et filme les Papous. Et c'est une tribu autochtone. Et ce collègue scientifique était là-bas parce que les Papous, en fait, étaient cannibales. Ils mangeaient leurs ancêtres, soit qu'ils décédaient. Du coup, il y avait beaucoup de maladies. Il était là-bas. Donc, il a filmé sur place. Il revient aux États-Unis. Paul Ekman voit ces vidéos et dit, mais c'est là-bas qu'il faut que j'aille. Donc, il part 3 ans en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et là, ça va être un petit peu la révélation, puisqu'il va identifier, pour le coup, si je dis pas de bêtises, cinq émotions aux expressions universelles. Euh, Cinq. Aujourd'hui, on en a identifié sept. Alors, je ne vais pas vous citer les sept. Je peux juste vous dire que les deux qui manquaient, c'était le mépris et la surprise. Voilà. Et donc, il revient avec tout ce bagage et il décide dans les années 70 de créer un dictionnaire qui s'appelle le fax. Donc, il crée ce dictionnaire en 1978. Il n'est pas tout seul. Il est avec Friesen de mémoire. Et donc, il décide de faire un dictionnaire des muscles du visage.
C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ben, quand vous souriez, vous allez tirer les grains zygomatiques. Et ben, lui va tout simplement coder. Il va mettre un code sur l'activation de ce muscle. C'est-à-dire que quand on fait une colère, comme ça, voilà, une colère, donc on va venir froncer les sourcils, on va venir serrer la mâchoire, voilà, on va faire toutes ces petites choses. Mais en fin de compte, on sait qu'une colère, eh ben, c'est une succession de chiffres. Voilà, tout simplement. Et et donc, fort intéressant, puisqu'aujourd'hui, c'est le fax qui est utilisé pour la reconnaissance faciale. On va tout simplement utiliser des algorithmes qui vont venir justement venir coder, on va dire, qui vont venir étudier les muscles du votre visage et ils vont étudier les contractions, les étirements. Et on sait grâce au fax que du coup, ben, un étirement des zygomatiques, donc on met deux points ici. Et ben, si vous souriez, ces deux points vont venir ici. Et puis ici, ben, si vous avez des petites pattes de doigts qui apparaissent, et ben, on dit paf, là c'est de la joie, expression de joie, bingo. Donc Paul Ekman, il a étudié le fax. Il a commencé par la suite à étudier aussi le mensonge parce que il s'est dit tiens, en fait, je me rends compte que quand j'observe le visage des interlocuteurs, ceux-ci vont sourire alors que le discours ne prête pas à sourire. Donc il se dit tiens, c'est bizarre. Pourquoi cette personne sourit? Cette personne ressent une émotion. Par contre, elle me dit euh, je sais pas, elle me dit j'ai perdu je sais pas, j'ai perdu mon mari. Voilà. Et tu souris, c'est bizarre. Voilà. Donc ça, c'est très intéressant. Donc il a grandement fait évoluer. Alors, il n'est pas à l'origine de la détection du mensonge, mais en étudiant le visage, puis après en allant voir aussi au niveau un peu plus de la voix et du corps, il a clairement fait progresser l'analyse comportementale et la détection du mensonge. À tel point que dans les années 2001, avec l'attentat du 11 septembre, on a fait appel à Paul Ekman, un projet SPOT. L'idée étant de former les douaniers dans les aéroports pour qu'ils puissent être à même de détecter de potentiels terroristes. Bon, à l'époque, ça n'a pas très bien marché. Voilà. Donc, suite à quoi, il a travaillé sur le polygraphe. Le polygraphe, c'est le détecteur de mensonges. Il a écrit des nombreux ouvrages, comme le fameux Emotion Revealed sorti en 2003. Il en a écrit une quinzaine. Il est ami du Dalai Lama. Et comme lui, il le dit lui-même, Paul Ekman a étudié l'aspect scientifique des choses, alors que le Dalai Lama euh, l'a étudié les émotions par la contemplation. Il est, il est à l'origine de la série Lie to Me, que vous connaissez avec Cole Lightman, euh, donc Paul Ekman était le conseiller scientifique. Donc si vous regardez cette série, alors attention, il y a, c'est pas tout à fait vrai. N'allez pas appliquer à la lettre ce qui est dans Lie to Me. Il y a des choses qui sont fausses. Et d'ailleurs, il y a eu un blog qui est sorti, justement, les fans de la série Lie to Me qui faisaient de l'analyse comportementale étaient moins bons à détecter le mensonge que ceux qui n'avaient pas vu la série. Donc, faites attention. Mais alors, il est aussi également à l'origine du premier film d'animation Vice Versa. Voilà, il était le conseiller scientifique du film d'animation paru en 2016. Voilà un petit peu pour toute la belle histoire de ce grand monsieur. On arrive dans les années 90. Dans les années 90, bon, il y a aussi deux personnes qui sont célèbres, qui sont Peter Salovey et John Mayer. Salovey et Mayer, c'est un peu eux qui ont défini qu'est-ce que c'était l'intelligence émotionnelle. Voilà, ils ont mis des mots dessus, ils ont mis une définition. Donc, pour reprendre un petit peu la définition de ce qu'ils pensaient, c'est, voilà, souvenez-vous de ces quatre piliers. Il y a la conscience de soi, il y a la maîtrise de soi, il y a voir l'émotion chez l'autre. Et après, il y a qu'est-ce qu'on fait de ces émotions. Voilà, tout l'aspect communication, gestion des relations. Et on va dire qu'en France, qui a importé l'intelligence émotionnelle en France, c'est Daniel Goleman avec son fameux livre qui est sorti en 95, qui s'appelle L'intelligence émotionnelle et qui, pour le coup, est un gros pavé qui parle justement de l'intelligence émotionnelle. Alors, il y a deux tomes. Il y a le premier tome qui, pour le coup, en fait, Daniel Goleman, lui, il a étudié surtout sur l'aspect éducatif, a fait des études scientifiques sur tout l'aspect universitaire. Et en fait, ça a tellement eu de succès que le monde de l'entreprise s'est dit, attends, là, tu as une mine d'or entre les mains, tu nous parles de motivation, tu nous parles de gérer ses émotions, enseigne-nous ton savoir. Ça, c'est l'objet du tome 2 où l'intelligence émotionnelle est venue dans le monde du travail. Voilà un petit peu pour tout- toute l'histoire. Alors, c'est qu'une partie, c'est qu'une facette de l'histoire. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus et il y a tant de grands personnages à citer.
Euh, je pense que pour le coup, quand même, Paul Ekman est un des pionniers à l'époque, dans les années 50. Ils étaient une dizaine de scientifiques à bosser sur l'intelligence émotionnelle. Aujourd'hui, à ma connaissance, il y en a plus de 250. Donc, euh, donc voilà, ça s'est étoffé et tant mieux. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler du mépris. Alors le mépris, alors qu'est-ce que le mépris? Alors le mépris, ce qui est intéressant avec le mépris, ce que je trouve intéressant, c'est que donc c'est une émotion de base. Donc c'est une émotion de base avec un aspect euh, expression faciale universelle. C'est-à-dire que comme vous pouvez le voir sur la photo, le mépris, alors c'est la seule émotion qui est unilatérale. C'est-à-dire qu'on a un coin de la lèvre qui va être étiré. Alors il peut être étiré, il peut être rentré, ça dépend le muscle. Mais il y a un petit peu, alors cette photo est pas parfaite malheureusement. Il y a donc cet étirement de coin de lèvre. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est qu'au niveau peut-être au niveau des sourcils, je fronce un peu. Et ça, c'est pas le fait de froncer les sourcils n'est pas un muscle qui est activé par le mépris. Donc là, c'est moi qui peut-être était concentré, très concentré et a fait un mépris. Mais voilà. Donc attention, voilà, ces jeux d'acteurs, c'est vraiment pas simple. D'ailleurs, si vous vous formez au micro-expression du visage et aux expressions faciales, je peux vous dire que vous allez voir les acteurs à la télé de manière assez différente. Euh, Quand par contre, dans les jeux vidéo, justement, le fax, les muscles faciaux ont été intégrés pour rendre encore plus vivants les animations des personnages de synthèse. Bref, tout ça pour dire que on va essentiellement se focaliser sur le coin de la lèvre. On va peut-être aussi avoir le menton qui se relève. On a un peu un air hautain, quoi, parce que le mépris, donc, c'est effectivement un coin de lèvre qui se révèle et qui s'étire, mais c'est aussi lorsqu'on se sent supérieur. Alors, ce qui est intéressant dans le mépris, c'est que, et c'est aussi la beauté de l'intelligence émotionnelle aujourd'hui, c'est que c'est pas acté aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui considèrent, il y a 20% des gens, une vingtaine de pourcents des scientifiques qui ne considèrent pas le mépris comme une émotion. Et pourquoi? Parce que on a un sentiment de supériorité. C'est-à-dire que quand on méprise quelqu'un, voilà, ah, mais qu'est-ce qu'ils sont bêtes, ces gens-là. Voilà, on a un peu ce mépris. Ou alors, ouais, moi, je suis le meilleur, j'ai plein de diplômes, j'ai une belle voiture, j'ai une grande maison, vous voyez. Voilà, je suis fier de moi. Voilà, ta fierté. Sauf que être fier, être se sentir supérieur, c'est en quelque sorte de la joie. Donc, en fin de compte, est-ce que le mépris, il n'y aurait pas de la joie? Et surtout, le mépris, est-ce que ça serait pas une question de penser? Qu'est-ce que je méprise? Peut-être que je suis un homme politique, je suis un premier ministre, je méprise les sans-dents. Voilà, vous voyez, je méprise les, on va dire, les gens qui peut-être d'un milieu social inférieur au mien. Je vais peut-être mépriser une ethnie, vous voyez, donc je vais peut-être mépriser mon voisin et seulement mon voisin. Voilà, donc il y a toutes ces choses-là. Donc il y a surtout un aspect psychologique, alors qu'une émotion de base, comme je l'expliquais, c'est plutôt quelque chose qui survient et après on conscientise qu'est-ce que je ressens. Donc, voilà, donc c'est intéressant, elle est le mépris est assez particulier, c'est une émotion, il y a une expression faciale, par contre, il n'y a pas tout à fait un grand consensus à 100% parce qu'il y a quand même un aspect, euh, pas spirituel, mais psychologique, au mépris. Voilà. Donc le mépris, quoi dire d'autre? Présent chez les chimpanzés dominants. Et oui, effectivement, c'est surtout chez le mâle alpha, le mâle dominant, le mâle supérieur. Et le mépris a été identifié chez les mâles chimpanzés. Ben, vous avez votre groupe, vous avez le mâle alpha, il a plusieurs femelles. Et le mépris est un signe de supériorité, c'est-à-dire qu'il dit c'est moi le chef, voilà. C'est moi qui suis supérieur. Toi, autre mâle qui cherche à, je sais pas, à procréer, reste à ta place. Voilà. Le mépris est fait pour ça, c'est remettre les choses à sa place. Bien évidemment, nous, en tant qu'être humain, on va pas faire du mépris auprès de notre entourage pour dire moi, je suis meilleur que toi. Voilà. Euh, Nous, on va dire, en quelque sorte plus humain, plus humain. Et voilà. En tout cas, c'est intéressant d'aller identifier le mépris chez les personnes. Moi, je sais que euh, il y a ce qu'on nous apprend sur le mépris. Voilà, il y a cette manière d'être hautain, d'être supérieur.
et voilà, et de mépriser l'autre. Moi, j'ai quand même constaté que le mépris se trouvait aussi quand il y avait cette sensation de fierté. Euh, voilà, on est content. Et d'ailleurs, l'exemple que j'ai en mémoire, c'était une, une formatrice en neurosciences et qui était fière de dire, ouais, je fais une formation qui est vraiment intéressante, qui me plaît, qui me passionne, et elle affichait du mépris parce qu'elle était fière. Et voilà, il n'y avait pas cet élément de comparaison. Voilà. Et là, je vais vous faire plaisir, je vais vous parler des travaux de John Gottman, qui était un psychologue américain, qui lui a étudié le mépris et notamment l'a étudié chez les couples. Et il considère le mépris comme l'un des quatre cavaliers de l'Apocalypse. Alors, le mépris, c'est pas quelque chose qu'on va retrouver dans la fin des temps, mais peut-être qu'on va retrouver dans la fin d'une relation. Pourquoi? Ben, qu'est-ce qu'il dit en fait? Il dit que si dans une relation, et ça a été corrélé de manière scientifique, c'est que si dans une corrélation, pardon, si dans une relation, vous avez identifié à la fois le mépris, la critique, vous critiquez votre partenaire, vous méprisez votre partenaire, vous êtes sur la contre-attaque, sur la défensive et vous contre-attaquez. Et si vous constatez aussi de l'évitement, voilà, vous n'avez pas envie de rentrer chez vous parce qu'il y a madame ou il y a monsieur, et ben là, vous avez les quatre ingrédients qui vous indiquent que dans les 3 ans qui suivent, vous allez vous séparer, tout simplement. Voilà. Ça, c'est assez magique. Et petite astuce, ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo, mais il n'y a pas que le mépris, il y a une autre émotion. Allez, je vous la dis pas, il faudra revenir. Il y a une autre émotion aussi qu'on peut voir et qui, du coup, bah, si vous avez les quatre dans les 3 ans qui suivent, euh, vous pouvez être à mesure de divorcer, vous le séparer. Allez, on enchaîne. Ma vidéo que j'aime bien, je vous ai dit que l'intelligence émotionnelle, c'était aussi voir l'émotion chez l'autre. Je vous propose de voir cette éternelle vidéo. Alors celle-là, vous la verrez souvent si vous n'avez pas vu les autres. Et vous allez comprendre pourquoi. Allez, c'est parti. Je culpabilise beaucoup. Je suis beaucoup dans le sentiment de honte, de mal, parce que voilà, j'ai quand même perdu ma fille. On m'a enlevé ma fille. Et voilà. Et pourquoi je vous ai montré cette vidéo? Parce que cette personne vous dit qu'elle a perdu sa fille. On lui a enlevé sa fille. Et là, vous pouvez voir que son visage est plutôt... on a presque les joues un peu qui tombent. Elle a le regard dans le vide. À quoi pense-t-elle? Et là, on va se rendre compte que, hop, ça sourit un petit peu quand même. On voit quand même qu'ici, au niveau du point des lèvres, c'est étiré. On voit qu'au niveau des yeux, oh, ça, il y a presque la patte d'oie là. Voilà. Allez, je prends un petit peu en avant. Hop, là, ça fait un peu la tronche, je dirais. Mais là, voilà, je sais pas ce qu'elle regarde, mais ça a l'air de lui faire plaisir. Et pourtant, c'est ce que je vous disais au travers des études de Paul Ekman, elle dit qu'elle a perdu sa fille. Alors, comment se fait-il qu'on puisse passer de ça à ça? C'est pas congruent. Et on s'est rendu compte, enfin, que, que votre corps, lui, est honnête. Votre corps, il dit la vérité. Quand vous-même, vous essayez, en quelque sorte, de créer, de baratiner, de concevoir une histoire. Et ça, c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, on a des outils et on l'on sait, en gros, vous allez raconter une histoire vécue, une histoire non vécue. Eh ben, on est capable, en vous observant, de voir euh, si l'histoire est vraie. Voilà. Donc, je vous la repasse un petit coup. Alors là, vous allez me dire, bah, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, tout simplement, c'est que la joie, on la retrouve dans le plaisir de duper. Tout simplement. Je Donc, culpabilise beaucoup. Je suis beaucoup. cette personne est en train de mentir et ça la fait marrer. Pas de chance, vous êtes formé aux expressions du visage, et ben, vous avez détecté quelque chose et en tant qu'inspecteur ou peu importe, eh ben, vous allez creuser en disant, tiens, c'est bizarre, là, j'ai vu quelque chose qui n'est pas congruent. Allons creuser, allons poser des questions sur cette histoire d'enlèvement de filles de Beaucoup perdues. dans le sentiment de honte, de mal, parce que voilà, j'ai quand même perdu ma fille. On m'a enlevé ma fille. Je culpabilise beaucoup. Allez, eh ben,
si vous êtes ici pour écouter cette vidéo, eh ben, ça va être super pour vous parce que tout simplement, euh, ici, je vais vous montrer une vidéo dans un contexte policier. Voilà, donc on est en 2022 et vous avez Yann, qui était un surveillant d'une école, qui fut le suspect dans la disparition de deux filles, Holly et Jessica, de 10 ans. Euh, ah oui, vous pouvez extrait du livre de Getting to the Truth de Cliff Lindsay. Je vous le recommande, ce livre est vraiment très intéressant. Alors, il est en anglais, il n'est pas très grand, mais il y a l'essentiel, faire de l'analyse comportementale. Et du coup, dans son livre, vous avez la possibilité d'avoir un accès à cette vidéo. Alors, c'est en anglais, donc je vous ai dit en gros ce que vous allez entendre. Donc, au travers de tout cela, Yann, y a-t-il eu une occasion où vous avez en quelque sorte êtes venu en contact physique, un physical contact, donc un T, avec les filles? Ce à quoi Yann répond, un contact physique, non. Donc là, c'est très intéressant. Donc, je vous ai dit la phrase. Ce qui est intéressant, essayez de physical contact. Voilà, quand vous entendez contact, physical contact with the girl, regardez un petit peu ce qui se passe au niveau de Yann. La qualité sonore est pas terrible, l'image non plus, mais on va décortiquer ça tout de suite après. Throughout any of this, Ian, was there any occasion that you actually came into contact, physical contact, with the girls? Physical contact. Okay. Et donc, vous avez la policière qui dit tout simplement, OK, mais alors, c'est là où c'est très intéressant de passer par la vidéo, parce qu'on peut, dans le feu de l'action, dans le contexte, poser les questions, du coup réfléchir à la prochaine question, etc. Et on n'a pas notre plein potentiel pour observer. Parce que là, il faut observer le visage, il faut observer le corps, il faut écouter les mots, il y a le volume, il y a la fréquence, il y a ce qui est dit, etc. Donc, il y a énormément de choses à voir. Le faire par vidéo, on peut se dire, OK, là j'ai une vidéo, OK, je vais regarder si il y a une tension musculaire. OK. Et là, on passe la vidéo, on regarde toutes les tensions musculaires. Après, on se dit, allez, je vais revoir la vidéo, je vais me concentrer peut-être juste sur le volume de la voix. Je vais fermer les yeux, hop, et je vais voir le volume de la voix. OK. Après, je remets la vidéo. Cette fois-ci, je vais regarder le visage. Y a-t-il une expression, une micro-expression, quelque chose comme ça? Donc, il y a beaucoup à voir. Et en fait, dans cette vidéo, euh, il n'y a pas moins d'une dizaine de, d'indicateurs et c'est beaucoup trop pour une simple réponse. Donc, c'est en gros, en quelque sorte, une mise en alerte en disant là, il y a trop de ce qu'on appelle des hotspots, il y a trop d'indicateurs. On va creuser, on va creuser. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Je vais vous repasser un petit peu. Donc là, il y a un effet un petit peu décontracté, il y a quand même un appui sur le coude, donc il faut quand même un support. Mais Yann, voilà, il est plutôt à l'aise. Voilà. Et alors, et là, voilà, à ce moment-là, il se passe que, qu'est-ce qu'on fait? Alors déjà, de manière grossière, on va essayer de Alors, vous voyez, les mouvements, c'est pas très cohérent. On baisse le genou, on rapproche les mains. Ah, et puis non, on va changer. On va se remettre confortablement dans le siège. Ah, et puis non, on va plutôt s'avachir dans le siège. On va prendre son bras, voilà, avec une certaine tension musculaire. Donc déjà, il y a c'est un peu le bordel en quelque sorte. Et ça, on le voit justement quand on étudie le modèle psychologique du mensonge et de la vérité, c'est que bah, votre cerveau il pense à ça, votre corps il fait autre chose, et en fait c'est tout confus. Donc votre corps il dit oh ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Votre cerveau en fait est tellement en train de réfléchir, c'est votre processeur Intel, il est au maximum. Du coup, il ne peut pas tout gérer. Il gère les pensées, il ne peut pas gérer le bras droit, le bras gauche. Voilà. Donc là, ça part dans tous les sens parce que là-dedans, ça fume. Voilà. Voilà. Donc ça, voilà, sur l'aspect psychologique. Euh, Après, de manière un peu plus pointilleuse, tout simplement, c'est une question simple. Il répond par un contact physique, dans le sens, c'est ça votre question? En fait, là, il gratte, en quelque sorte, 1 à 2 secondes. Et 1 à 2 secondes, c'est largement suffisant pour préparer sa réponse. Ça l'aide beaucoup à qu'est-ce que je dois dire? Parce que est-ce que je dois dire non? Est-ce que si je dis non, avec ce que j'ai dit avant, ça colle?
Si je dis oui, qu'est-ce qu'il faut que je dise? Voilà, quand on ment, c'est très compliqué. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Est-ce que je lâche cette info? Parce qu'on vous dit, ah, mais attendez, vous dites ça, mais tout à l'heure, vous avez dit ça. Ah, c'est compliqué et c'est comme ça qu'en quelque chose, vous allez vous faire choper. Voilà. On va terminer là-dessus. Vidéo de 45 minutes, on a 47, c'est parfait. Donc, n'hésitez pas à revenir. N'oubliez pas que je suis sur Eventbrite. Vous cherchez Envisage. Je suis autour de Valence, dans la Drôme. Et je fais de manière régulière, on va dire à peu près tous les lundis, des petites vidéos de ce genre. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire si la prochaine fois vous voulez poser des questions, etc. Et une fois par mois, je propose de vous inscrire. Et franchement, pour le coup, l'offre, elle est en or. C'est une centaine d'euros. Je crois que c'est payable en 4 fois sans frais. Et on passe tous les deux une journée ensemble. Et durant cette journée, là, on balaye les 4 piliers de l'intelligence émotionnelle avec une petite introduction à la détection du mensonge. Donc, n'hésitez pas. Et merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine.